Et moi j'ai eu pareil, quand je suis monté dans le nord, un des premiers endroits où je me suis arrêté. Alors il faut savoir que c'était la reprise du tourisme, entre guillemets, puisque les frontières venaient d'ouvrir. Vraiment on était rentré, je crois, Une semaine après. la semaine après la réouverture des frontières après le Covid. Donc c'était fermé pendant des années. Donc on avait vraiment le Vietnam pour nous. Et j'ai vraiment senti quand je suis allé dans le nord et que je suis allé c'était même pas un hostel ou quoi, c'était, si vous voulez, c'était une famille qui faisait un petit business en faisant loger des touristes au premier étage. Donc partout des matelas au sol avec des moustiquaires. Et il y avait une vingtaine de matelas et j'étais le seul. Je suis arrivé, le gars père de famille, qui avait plein d'enfants et tout, il me sert de l'alcool de riz. J'en prends un deuxième, après il m'en propose plus. Je suis en mode, ah ouais, en fait on part sur un apéro, quoi. Et je voulais aller un peu visiter, donc j'ai dit non, en vrai je vais conduire, je vais pas en prendre plus, je sais plus si j'en ai pris un ou deux. Je voulais partager un petit moment avec lui, on discute, il parlait assez bien anglais donc ça allait. On a pu pas mal discuter. Et j'ai trop aimé passer du temps avec lui. Les jours d'après, je suis resté 2 jours. On en mangeait ensemble le soir. J'ai passé plusieurs heures à discuter avec lui, c'était super chouette. Voilà. Donc après, je continue sur ça. Du coup, je continue. Je fais pas mal de route tous les jours. Je fais à peu près 5 heures de route. C'est-à-dire qu'en plus, en parallèle, moi j'ai un stage. Donc j'essaie de bosser 1 à 2 heures par jour. Beaucoup de conduite. Donc la conduite, c'est fatigant. On dit bonjour à Michel. Bonjour Qui Michel. nous regarde. Non, j'espère qu'il ne regarde pas. Et du coup, c'était très fatigant, ouais, je disais. C'est fatigant de conduire. Tous les jours, 5 heures. Parce que moi, je voulais vraiment... C'était mon délire. Je voulais conduire tous les jours, je voulais avancer tous les jours, je voulais pas me poser à un endroit. Donc j'arrivais, je trouvais un endroit où dormir. C'était assez facile en réalité. Avec Agoda, je trouvais un truc tous les jours pas trop cher. J'arrivais, je m'installais, je défaisais un peu mes affaires, je les refaisais. Il faut savoir que c'était aussi un peu la saison des pluies à ce moment-là. Donc ça c'est indispensable, mais vous devez avoir une protection pour votre sac. Donc comment on appelle ça, une espèce de poncho pour votre sac quoi. Et ça s'attache, vous vous demandez comment on attache ça sur une moto. En fait, vous posez juste votre sac à l'arrière et il y a des espèces de... Juste par rapport à la forme de la moto, vous pouvez accrocher des élastiques avec des crochets aux deux extrémités. Voilà, donc vous serrez 3 fois autour de votre sac pour en faire un... J'en ai un d'ailleurs dans la chambre. J'en ai aussi, ouais. Une Faites un espèce de saucisson, pour que ça tienne bien. Vous le secouez pour voir si vous pouvez soulever la moto avec, parce que bon, faudrait pas que ça tombe. Il faut savoir que sur les motos, ils ajoutent aussi un petit rack. Un rack, ouais, tout à fait. Ouais. Des fois, sur l'arrière de la moto, et du coup, tu as un peu plus d'espace. Une extension en métal à l'arrière. Du coup, ça va descendre. Bah, nous, c'est ce qu'on avait sur la tienne. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on pouvait mettre 2 sacs. Moi, sur la mienne, je pouvais mettre qu'un seul sac. Ou alors, je pouvais. Bah, figure-toi qu'après, moi, j'étais avec quelqu'un. Hein. Donc, on avait 2 sacs aussi. Et je pense que comment on avait fait, c'est que elle était collée à moi derrière. Et il y avait mon sac derrière, plus son sac sur son dos, posé sur notre sac, si vous voulez, un peu assis sur les sacs derrière. Est-ce qu'on peut ajouter des images au montage? Non. Ah. Parce que là, j'aurais fait, on peut voir ici, là. Juste là, mais non. Ça va prendre trop de temps. Et du coup, je vais vous raconter des accidents. En fait, des accidents parce que j'en ai eu plusieurs. Alors, j'en ai eu un premier, mais léger dans une descente, qui était mouillé. Et heureusement, ma moto est partie. Et moi, vraiment, comme si j'ai sauté et j'ai atterri sur mes pieds. Genre, 1 mètre plus loin, quoi. J'ai été choqué de ce qui venait de se passer parce que ma moto, elle était tombée 5 mètres plus loin, quoi. Heureusement, elle n'a pas eu grand chose. Je crois qu'elle avait un petit problème en vrai. Du coup, je suis allé la faire réparer, genre 100 mètres plus loin. De l'autre côté, on m'ont dit il y a un garage là-bas. J'ai continué avec ma moto doucement. Elle fonctionnait encore un peu. Je crois que le guidon était tordu. Et il m'a remis le guidon et je suis reparti. Mais bon, ça a donné une petite alerte de fais pas le con quoi, parce que c'était peut-être le premier ou deuxième jour quoi. Et on envoie un message tous les deux à Nora, on a eu un accident et Nora elle s'est inquiétée parce qu'elle s'est dit bon je les laisse, Nora venait de partir, je les laisse 2 secondes et ils ont déjà des accidents, forcément c'est inquiétant. Donc moi déjà, quand tu as un accident, il faut prendre de l'humilité, hein. Faut tirer des leçons de ça parce que tu veux pas mourir. Imagine tu dis tu as un accident toutes les semaines, au bout de 3 semaines tu vas avoir un accident grave, tu vas mourir, donc il faut vraiment réduire
les prises de risque. Ça pue là. Il faut savoir qu'on est juste à côté de cochons. Ça sent le cochon? Ouais, il y a des cochons juste là. Ok. Non mais ça va en vrai, c'est pas trop fort. Faudra aussi qu'on bouge parce qu'on est bien en contre-jour là. Ouais mais ça va, je pense qu'on en Ouais. voit encore. Ok. Ouais. Du coup, premier accident. J'ai un... Je crois que j'en ai eu un autre. Celui-là un peu plus grave. J'étais dans les routes, vraiment dans les montagnes. Des routes non empruntées par les touristes, clairement, par les touristes. À tel point que j'avais plus de data, ce qui est très rare. Vraiment qui est très très rare parce que dans les pays asiatiques, il y a beaucoup de données partout. C'est de la 4G souvent dans les montagnes. Mais là, j'en avais pas. Oui, même ça, là tu généralises parce qu'il n'y a que la Thaïlande. Ok, tu m'avais dit que l'Indonésie c'était aussi ça? Non. Ok, autant pour moi. Je généralisais. Mais franchement, je sens quand même que. Enfin, j'étais quand même dans les campagnes au Vietnam et j'avais du réseau. Oui, mais Et là- c'est pas autant que. Ouais, alors peut-être pas partout dans les montagnes, mais en tout cas, il y a une très bonne couverture tout de même. Mm. Et vraiment, pour vous dire à quel point j'étais paumé, les locaux qui travaillaient sur des chantiers de maison, vraiment, quand je passais, s'arrêtaient. Tout le monde s'arrêtait de travailler et me regardait parce que je pense qu'ils n'avaient jamais vu l'ambulance de leur vie. Vous voyez. Donc c'était assez impressionnant. J'étais la bête de foire à ce moment-là. C'était l'attraction touristique. Déjà que, figurez-vous qu'à Hanoï, il y avait des enfants qui me demandaient de prendre des photos avec eux, mais je pense que c'était parce qu'on était à la sortie du Covid et qu'il n'y avait pas eu de tourisme depuis 2-3 ans. Quoi. Donc il y avait des enfants qui étaient en très bas âge, qui ont grandi un peu et qui voilà, voyaient des blancs pour la première fois. Voyaient un blanc pour la première fois. Et Donc- il y a des expats quand même. C'est vrai, il y a des spots. Mais je sais pas pourquoi ils étaient autant. Peut-être Ok. qu'ils pensaient que c'était quelqu'un d'autre. Peut-être. Qui ressemble beaucoup à Tom Cruise quand même. La première fois que j'entends ça, n'importe quoi. Et du coup, j'étais sur des chemins de terre. Et à un moment, il y avait un chemin que je devais emprunter pour rejoindre une ville, mais qui passait vraiment par les montagnes, très sinueux, très étroit. Et surtout, à un moment, il n'y a pas de route. Enfin, il y avait quand même C'était un peu goudronné des fois. Des fois, des goudrons en très mauvais état. Des fois, c'était des chemins de terre. Donc, je ralentissais. J'étais en moyenne, j'étais vraiment à 20 ou 30 km/h. J'allais vraiment pas vite, hein. C'était pas possible d'aller vite sur ces routes-là. Je tombais. Et quand il y a des chemins boueux, je faisais attention Enfin, j'avais pas autant conscience au début. Je ralentissais évidemment. Mais même en ralentissant, je suis tombé une première fois et un peu plus loin. Je suis retombé une deuxième fois et cette fois-ci, je suis tombé sur le côté dans un ravin en gros, mais seulement à 1 ou 2 mètres de profondeur. Je me suis pas fait trop mal. Parce que je suis resté sur ma moto est tombée après. Par contre, je suis resté coincé sous ma moto, j'avais ma jambe sous la moto. Et la moto avec mon sac, je sais pas comment ça passe une moto, mais c'est une centaine de kilos. Ouais, une centaine de kilos sur moi. Et j'étais tellement choqué de l'accident que j'ai décidé de ne pas me relever tout de suite, je voulais reprendre un peu mon souffle. Je crois que mon réflexe était d'envoyer un message à Mika. C'est un peu improbable, mais après je me suis rendu compte que c'était difficile de sortir de ma moto. Genre en fait j'ai essayé de pousser toutes mes forces quoi. Alors j'ai pas trop de force à ce moment-là parce que j'étais un peu choqué et tout. Mais je rêvais pas. Donc je me suis dit je vais reprendre mon souffle et après je vais pousser toutes mes forces. Ouais. Et je vois une voiture qui passe au bout de 10 minutes. Et il me voit hein. Genre je vois qu'il me voit. Mais ils ont continué. Je sais pas si je faisais des gestes, je me souviens plus si je faisais des gestes pour qu'ils viennent m'aider, mais bon j'étais quand même dans le fossé avec une moto sur moi. Ça aurait pu spontanément venir. Je reprends ce que disait Mika tout à l'heure. Les gens, s'ils ont autre chose à faire, ils vont aller faire leur truc. Avoir un accident, c'est normal là-bas. Donc tu te relèves et tu fais pas chier quoi. Sauf que là, j'étais quand même paumé. On va dire qu'il y avait une voiture en 10 minutes, mais je croisais pas grand monde. Hein. Normalement, je croisais plutôt quelqu'un toutes les 30 minutes. Et 20 minutes plus tard, du coup, une moto apparaît. Je suis resté vraiment 20 ou 30 minutes sous cette moto. Et eux, ils sont venus m'aider et on a relevé la moto du fossé parce que j'aurais jamais pu faire ça tout seul évidemment. Lui par le guidon, moi par l'arrière en train de la pousser. Donc pas grand, je me suis pas fait mal non plus, mais juste pareil, humilité. Et surtout là j'avais eu quand même des courbatures, j'étais sous adrénaline mais le lendemain j'avais des courbatures. Et surtout je devais rejoindre une ville qui était très très loin. Donc je suis arrivé au niveau de la ville, j'ai demandé à un local où est-ce que je pouvais aller pour dormir. On fume le calumet de la paix ensemble. Alors, il faut savoir qu'ils ont de grandes pipes de tabac qui vous défoncent la gueule parce qu'il n'y a aucun filtre. Donc ils sont en train de fumer ça, je fumais ça avec eux. Et je vous jure qu'en une taf, je suis tellement descendu en termes de niveau de stress parce que j'avais tout
j'étais très très stressé, ouais, pas la dopamine, l'adrénaline. J'avais une énorme adrénaline, je suis vraiment redescendu avec une seule tape. Je suis jamais autant descendu d'une grande marge de stress. Et je vais voir l'hôtel du coin qui me conseille, mais il était trop cher, c'était 15 € la nuit ou 20 € la nuit. Et du coup, j'ai décidé de continuer 1 heure de route, pareil comme gars, la nuit. Je suis allé doucement par contre, je pas plus de 40 km/h. Je suis arrivé tard, mais sauf au début de la boucle d'Agen. J'étais pas loin. C'était la fin de mon trajet vers le début de la boucle d'Agen. Et dernièrement, du coup, pendant la boucle d'Agen, j'ai eu une autre glissade aussi à moto, cette fois sur mon T2, encore plus lourd, de sacs de personnes. Pareil dans de la boucle. Donc faites super gaffe à la boucle. Je me tapais des routes comme ça. Hein. Faites gaffe à ça. Bon, Moi, galère de moto. je vais parler de mon expérience la nuit là. Je pense que c'est le moment où j'étais le plus en danger de tout mon voyage. Toute ta vie. Pas toute ma vie, je sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment au bord de la mort pendant 10-20 minutes. En gros, j'allais chez quelqu'un et j'étais parti tard en fait de mon lieu de départ et je me retrouve à rouler sur une 4 voies la nuit. Il y avait beaucoup d'insectes et comme on le disait tout à l'heure, les Asiatiques ils ont tendance à mettre leur feu en plein phare, donc aucune visibilité quand je mettais ma visière. Et j'ai décidé de prendre mes lunettes de soleil et de les mettre pour éviter les. T'as pas de visière, c'est ça? J'avais une visière, mais je voyais rien quoi. Ouais. Parce qu'il Il y a la réfraction. Ça a ébloui tellement que je pense que c'était plus dangereux si je mettais ma visière. Donc je mets mes lunettes de soleil pour éviter les éblouissements. La nuit. Hein. La nuit. Donc je voyais rien du tout. Alors là, rien, il n'y avait aucun lampadaire sur le bord de la route ou au milieu. Il y avait zéro lumière, je voyais rien. Je me prenais des moustiques et des insectes toutes les 3 secondes. J'étais au bord à droite, il n'y avait que des camions qui passaient à ma gauche. Le seul moyen de savoir qu'il y en avait un, il y avait des bouffées d'air qui me passaient à toute vitesse juste à côté de moi. La route, il y avait des bosses et des nids de poules. Horrible. Horrible. J'étais 20 minutes comme ça à être le plus concentré possible parce que je voyais rien en dehors des camions avec leur feu. Ouais, mais vraiment tu conduis, c'est comme un jeu vidéo, t'es noir complet et tu vois juste des boules, C'est ça. des boules de lumière. Et surtout qu'à droite, je crois qu'il y avait une rivière ou quoi, donc je pouvais pas aller trop à droite, sinon je me ramassais dans le fossé. C'est ce qui est le pire, les voitures qui ont un seul phare. Parce que tu penses que c'est une moto et quand tu t'approches trop près, tu captes que c'est pas une moto quoi. Ouais, il y a ça et il y a aussi ceux qui allument pas leur phare. Ah mais ça c'est tellement dangereux. Ça, genre, encore avec mes lunettes de soleil, on voyait plus rien. En plus, j'ai retesté il y a quelques jours là. Je suis rentré environ à 6h. Donc le soleil se couche à 6h30. J'étais sur la route et j'avais encore mes lunettes de soleil. Et ça m'a rappelé ces souvenirs d'être sur la route et de rien voir. Parce que ici aussi, ils sont en plein phare. Et j'ai croisé quelques motos qui n'avaient pas leur phare. Et avec mes lunettes de soleil et avec la tombée de la nuit, je voyais rien. Je les voyais pas du tout. C'est juste genre à 2 mètres, je vois qu'il y a une forme plus noire que les autres qui est en train de rouler devant moi et je me dis ah, ça c'est une moto sans phare. Et c'est voilà mon expérience avec la nuit. Et je recommande pas. En fait, il faut vraiment laver sa visière et être prêt à l'utiliser. Il faut avoir une visière super forte. Ça ouais. Moi je pense que. Ce que je vais faire d'ailleurs tout à l'heure, je vais laver. Je pense que je la laver aussi. Mais de manière générale, ayez beaucoup d'humilité avec la route. Surtout si vous partez pour faire un voyage de plusieurs semaines en moto. Mieux vaut ne jamais avoir d'accident en fait, tout simplement. Mieux vaut ne jamais tomber. Donc roulez en dessous des vitesses que vous pensez être raisonnables. Et évidemment protégez-vous avec un casque, ayez une visière.
prévoyez plus de temps si vous partez pour un grand parcours, pour pas avoir à vous presser, Mm. pour pas avoir à conduire la nuit, pour pas avoir à faire ce genre de choses. Ouais, exact. Et un autre conseil, c'est même si vous vous sentez expérimenté, sachez que les accidents, c'est plutôt, ça vient des autres, ça vient pas forcément de vous. Donc vous pouvez très bien respecter tous les codes, mais s'il y a une personne Ah oui, en qui- circulation, ouais. qui ne respecte pas les codes, qui fonce alors que c'est un feu rouge, qui fonce alors que c'est pas sa priorité, ou un débutant qui commence et qui se ramasse devant vous, bah, vous ne pouvez rien faire contre ça. C'est des aléas de la route et Si, ouais. il faut toujours faire attention, même si vous êtes très expérimenté. Quand je suis rentré en France et que j'ai repris une voiture, je me suis rendu compte à quel point c'était safe. Ouais. Genre quand vous prenez la route ici, vous avez, vous dites coucou à la mort 3 fois, hein, genre sur 20 minutes de trajet. Ouais. Bon, bref. On va passer sur ça. Juste, là on parlait sur les actions de moto, bon, on a parlé des galères. Maintenant, les logements. Comment est-ce qu'on voyage quand on est solo traveler? Ça modifie, ça change un peu la donne. Quand on était tous les trois, nous on voyageait quand même au jour le jour, enfin en tout cas à la semaine à la semaine. Donc on prenait sur Agoda des logements qu'on trouvait pour trois, qui étaient assez confort. Mm. Quand on a été seul, ça c'est pas forcément totalement tout changé. Et ça a quand même changé la manière dont on... Bah toi surtout, parce que tu es passé par Couchsurfing, il va venir. Ouais. Moi je réservais sur Agoda vraiment le jour pour la nuit. Et quand j'étais à Hanoï, j'ai trouvé un logement pour la semaine qui était vraiment top. C'était un appartement en plein centre-ville. J'ai adoré vivre à Hanoï d'ailleurs parce que je sais pas pourquoi. Ça reste une ville asiatique où c'est le bordel et tout, mais c'était la meilleure ville que j'ai visitée en Asie du Sud-Est pour l'instant. Donc Couchsurfing, comment ça marche? C'est quoi Couchsurfing? Donc c'est une plateforme qui essaie de rassembler les voyageurs et des hôtes dans les régions dans lesquelles ils voyagent. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Et en Il y a fait, des hôtes partout. Ouais. c'est des personnes qui souhaitent ouvrir leur maison, offrir Le gîte. un accueil, un gîte, et parfois le couvert, mais surtout un endroit où tu peux dormir. Et ils font ça, c'est une plateforme qui était gratuite avant. Avant le aujourd'hui, Covid, ils ont Et avant, il y a un abonnement. Ouais, c'est 20 € par an du coup. Mm. Mais ça vous permet. À l'époque où c'était gratuit, on avait 10 demandes gratuites par semaine. Là, vous en avez illimité. Donc, le but, voilà, c'est de faire un profil assez complet, vous expliquer ce que vous aimez, ce que vous pouvez apporter en termes d'apprentissage. Est-ce que vous avez envie de passer du temps avec votre hôte, ou est-ce que vous voulez juste un logement? Concrètement, sachez que c'est pas le but de Couchsurfing, hein, le but c'est de partager un moment et c'est le plus, enfin, c'est une façon de voyager en fait. Hein, C'est de connecter avec les locaux qui connaissent la région et qui sont là pour offrir le gîte et aussi un accueil du pays. Souvent, c'est des voyageurs ou des anciens voyageurs qui ont utilisé Couchsurfing qui veulent rendre à la communauté. Il y a vraiment cet aspect de communauté à tel point qu'il y a aussi il y a une autre fonctionnalité qui est Hangout. Vous pouvez vous rendre disponible sur l'application et organiser potentiellement des visites de sites touristiques avec d'autres Couchsurfers. C'est ça. C'est vraiment un aspect communautaire. Ça permet aussi à ceux qui ne peuvent pas voyager de rencontrer des gens qui voyagent. Exact. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas le temps de... Il y a des gens qui aiment bien accueillir et qui voyagent un peu par procuration. J'ai vu des autres qui ont accueilli des dizaines de personnes mais qui n'ont jamais voyagé. En tout cas, c'est une super opportunité pour les gens qui n'ont pas d'argent, en vrai. Parce que moi, j'avais commencé à voyager avec ça quand j'avais vraiment pas d'argent. Et l'argent ne doit pas être une excuse à votre passion. Si votre passion, c'est vraiment de voyager, si vous adorez ça. Bon, c'est des concessions en termes de stress et en termes de confort parfois. Parce que c'est pas toujours un lit. Hein. Vous pouvez dormir sur un sofa dans le salon, sur un canapé. Ou même par terre, un matelas au sol. Mais en tout cas, c'est toujours appréciable évidemment. Parce que vous payez rien. Dans l'idée, si vous restez un peu longtemps, je pense que c'est quand même logique de faire un petit cadeau ou de proposer ce service, ou d'aider au ménage évidemment ou à la cuisine. Mais c'est une super opportunité. Et il y a aussi alors toi, tu l'as utilisé beaucoup du coup en Philippines.
Non, je l'ai surtout utilisé au Vietnam. Ok. Donc, pour revenir à comment j'ai découvert un peu cette application, c'est juste avant notre séparation. Victor m'en a parlé. Donc, je connaissais déjà un peu le principe, mais j'avais jamais essayé. Donc je crée mon compte et j'avais pas vraiment d'attente. Je savais pas si ça allait marcher ou pas. Victor non plus, il avait que ses expériences en Europe. Donc on savait pas trop si ça allait porter fruit ou pas. Donc j'envoie plein de demandes juste avant mon périple en moto. Et au final, j'ai eu pas mal de réponses. J'ai eu, dans les villes que je voulais sur mon périple, j'ai pu avoir 4-5 personnes qui m'ont répondu. Qui m'ont dit Tu sais un peu le ratio entre le nombre de personnes que tu as DM et le nombre de personnes que tu as. J'ai pas le chiffre en tête. Mais c'est quand même relativement facile. Tu envoies 10, t'es sûr d'en avoir. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire. Quand j'étais allé en Suisse, j'avais fait le Couchsurfing en Suisse et c'était 1 pour 10. Quoi. Vous envoyez 10 messages, vous allez avoir la moitié des gens qui répondent parce que les gens ne sont pas tous actifs sur Couchsurfing. Des fois, il y a beaucoup d'inactifs quand même. Il y a un filtre qui permet de. Filtrer par activité, ouais. Tout à fait. Tu peux voir les derniers connectés. Et on va dire que sur 5 personnes, il y en a 4 qui vont dire non et 1 qui est dispo. Quoi. Parce qu'ils sont en vacances, parce que c'est pas le bon moment pour eux. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles tu ne veux pas accueillir. Peut-être qu'ils ont changé d'avis. Enfin, il y a plein de. Ton profil n'est pas intéressant. Ton profil n'est pas intéressant pour toi. Ouais. T'as pas assez d'avis. Ouais, au début ça peut être un peu difficile aussi. Après, quand tu as des avis, que tu es un peu certifié, c'est bon. Parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Mais il arrive que soit l'hôte, soit le voyageur ne soit pas dans les standards de Couchsurfing, c'est-à-dire est là juste pour le logement ou n'est pas très ouvert, ou il peut arriver plein de trucs. Et moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Et je suis vraiment reconnaissant là-dessus. Mais j'ai entendu des histoires qui sont un peu des fois bizarres. Pas bizarres, mais qui portent à confusion et qui sont pas les meilleures expériences quand tu voyages. Donc les avis, voilà, c'est une façon de surmonter ce genre de choses. Normalement, si quelqu'un a 50 avis plus positifs, vous n'avez pas franchement. Vous pouvez faire normalement confiance à cette personne. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Non, évidemment pas les yeux fermés. Il faut avoir une certaine vigilance, un instinct. Mais voilà. Parce que cette personne aurait pu tuer les 50 personnes et mettre un avis sur un téléphone. Ouais. On pense au pire. Ouais, du coup, Couchsurfing. Après, il y a aussi une autre application, mais que je viens de découvrir en réalité. J'ai trouvé ça trop beau pour être vrai au début d'ailleurs. Ça s'appelle Trusted House Sitter. Donc, c'est des personnes qui partent en vacances ou pour d'autres raisons veulent une présence chez eux, pour soit éviter les voleurs, soit pour s'occuper du jardin. Et à la base, c'est surtout pour s'occuper des animaux. C'est ça. Ouais, donc, ils ont des chats, des chiens. Souvent, c'est des animaux là. Et vous leur prodiguez les soins nécessaires à leur survie, donc les nourrir, les faire sortir. Il y en a qui demandent même aux gens qui viennent de dormir avec eux, de les laisser dormir avec eux. Enfin, c'est pas loin. Avec les animaux avec les animaux, ouais. Avec les animaux, non, avec les personnes. Et donc vous avez accès à un logement gracieusement, contre, c'est pas très long, hein, contre on va dire 1 heure, 1 heure et demie de travail par jour, quoi. Et alors, pas forcément le meilleur truc pour aller dans les pays où vous pouvez vous payer un logement, parce que tu peux ne pas avoir envie de faire ça. Mais pour les gens qui aiment les animaux de 1, et dans les pays riches, c'est-à-dire qu'en Australie, par exemple, tu peux avoir ça, alors que normalement une nuit en Australie ça coûte 20 euros, voire 30 euros. Là, tu as cette possibilité. Alors, il n'y a pas énormément d'offres, enfin, il y a plus de demandes que d'offres. C'est pas logique. Et c'est payant à hauteur de l'abonnement est à 80 ou 100 euros en fonction de si vous avez un code promo. Dans la description, non, c'est pas vrai. Du coup, c'est annuel, mais ça vaut le coup parce que si. En une nuit, ça c'est pas en une nuit, mais disons qu'en 2-3 nuits, ouais, vous le remboursez si vous arrivez à trouver des gens. Il y en a quand même pas mal, il y a pas mal d'offres. Pour vous dire, Darwin, c'est une petite ville. Il y avait des propositions. Après, le problème, c'est qu'il faut être ultra flexible sur les dates parce que souvent, c'est pas à vos dates. Donc soit vous partez sur les dates que vous avez vues, il faut adapter du coup votre voyage pour ça. Bon, il faut avoir la flexibilité. Mais j'ai vu des histoires de couples, enfin un couple pardon,
qui en Europe a voyagé durant 3 mois juste avec Tross House Sitter et qui était allé seulement moins d'une dizaine de nuits dans des Airbnb, dans d'autres logements, qui avaient fait tout leur voyage en Europe basé sur rester dans des maisons d'hôtes qui demandaient à ce qu'on s'occupe de leurs animaux, quoi. Donc c'est une super opportunité. Je ne l'ai pas encore acheté parce que là, Bali, il n'y a pas d'offre en ce moment. Je recule, mais je pense que je vais y passer. Ouais. J'aimerais ajouter que du coup au Vietnam, j'ai utilisé Couchsurfing 6 fois environ à travers le pays. Tout s'est toujours bien passé. Et à la suite du Vietnam, je suis parti aux Philippines et j'ai voulu rester un peu plus longtemps à un endroit fixe parce que je sortais d'un périple en moto qui était assez éprouvant, assez fatigant, et je voulais juste me poser. Et j'envoie pas mal de messages partout dans le pays en fait pour demander un endroit fixe pendant 1 mois. Parce que j'avais 1 mois aux Philippines et je voulais juste me poser. Et j'ai tenté et j'ai eu pas mal de réponses. Et une personne en particulier me disait je vais être un Philippin, je vais être en vacances ce mois-là, donc si tu veux on va pouvoir voyager ensemble dans le pays. Je voulais faire du tourisme local dans des coins un peu reculés quoi, et j'ai dit pourquoi pas. Et c'est une personne avec qui je garde toujours contact. J'ai passé le nouvel an avec lui à Barcelone et je suis toujours en contact avec lui, et c'est une personne avec qui je vais sûrement Que tu vas revoir, quoi. que je vais revoir. T'as une vraie connexion. Le dernier, c'est les hostels, évidemment. On a l'impression de m'en mais c'est le plus évident souvent. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où vous allez trouver des gens comme vous. Souvent, voilà, c'est des gens comme vous. Nous, on est jeunes, on voyage souvent quand on est jeune. Alors, c'est pas toujours le cas, d'ailleurs, pour plus d'inclusion, pardon. Il y a beaucoup d'hostels, ça s'appelle hostel, ça ne s'appelle pas auberge de jeunesse. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont âgées aussi. Mais clairement, en Asie du Sud-Est, les hostels sont pleins de backpackers qui sont en année de césure, juste après leurs études ou juste avant leurs études supérieures. Donc voilà, c'est des Européens, en grande majorité des Anglais, des Français, des Allemands et que des Américains. C'est des gens bien heureux, des gens riches, évidemment par rapport au niveau de vie qu'il y a en Asie du Sud-Est. Et c'est pas cher, c'est entre 3 € et 8 € on va dire la nuit. Voilà, ça dépend des endroits, ça dépend Ça peut monter un petit peu quel plus. niveau d'hostel aussi vous prenez. Mais Là par exemple à Bali, il y a des trucs qui montent jusqu'à genre. Bali c'est un peu spécial. Bali c'est très très touristique. Là Bali ça peut monter à 10 ou 12. Voire beaucoup plus, ouais. Ça dépend lesquels. Mais de manière générale, en Asie du Sud-Est, c'est quand même entre 3 et 8 pour une nuit. Aussi, nous, on était 3, donc voilà, on se faisait plaisir, on prenait des maisons ou des chambres privées, quoi. Parce qu'au final, ça revenait à moins cher de. Ouais, ça revenait au même prix. Ouais, ça revenait au même prix, on pouvait se permettre ce confort. Des fois, on allait en hostel parce qu'on avait envie de rencontrer des gens, des fois, on restait entre nous parce qu'on n'avait pas forcément. On voulait te poser, quoi. Donc voilà, on était sur du long terme, mais on a voyagé longtemps. Pas juste faire le plus d'endroits possible, moi à moi. Donc voilà. Et les hostels, donc je voulais en parler en Australie, sont très différents parce que c'est une autre population de voyageurs, c'est des PVTistes, donc pour permis de vacances travail, PVT. Et donc là, c'est des gens qui vont être sur du moyen terme en fait. Moi, j'étais dans des hostels pour 2-3 semaines. J'ai vu des gens qui étaient là depuis 6 mois, qui passaient leur PVT dans la même ville, sur le même hostel parce qu'ils aimaient bien cet environnement. En gros, vous êtes avec des gens qui sont aussi sur du moyen terme, donc vous faites facilement des amis, pas juste des amis de passage, c'est des amis que vous allez sûrement revoir en France. Et il y a un aspect communauté, tu te fais à manger, pour tout le monde, et puis le lendemain on cuisine, c'est l'autre qui cuisine. Donc c'est vraiment top, on sort ensemble en soirée dans les bars. Tout le monde travaille dans son taf, mais le soir on se retrouve et c'est super chouette. Alors ça c'est plutôt dans les hostels de ville, mais il y a aussi, en PVT on doit faire des fermes, et donc il y a des backpacks dans les villes qui sont plus proches beaucoup plus excentrés des grandes villes, mais qui sont proches des vineyards, on appelle ça.
des vignobles, voilà, des vignobles ou alors des vergers, donc pour le picking ou pour le packing. Et donc là, il y a des espèces pareilles, pas des hostels, hein, c'est des backpacks, donc c'est complètement autogéré. Il n'y a pas de personne à l'accueil, quoi que ce soit, où vous discutez avec le propriétaire et ensuite vous payez la semaine. Et là, pareil, moi je suis allé dans un backpack à Palmerston, il n'y avait que des Français, vraiment. 90% même de Français. Et tout le monde était hyper soudé parce que ça faisait 2-3 mois, les gens ils restent pour 2-3 mois pour faire toute leur ferme, et donc en ce temps-là vous avez le temps vraiment de vous faire des amis, d'autant que le picking ne demande pas beaucoup de temps, c'est max 38 heures par semaine. Pour les Français c'est peut-être beaucoup, mais là c'est vraiment pas beaucoup en Australie, donc il y a le temps de sortir, d'aller faire du tourisme local, donc ça c'est chouette. Que dire de plus sur ça? Non, les hostels en Australie, juste ils sont hyper chers. Ça va être 20 € la nuit, quoi. 20 € la nuit quand vous prenez à la semaine. Mais concrètement, avec l'argent que vous pouvez faire, il n'y a pas de souci. Je ferai des vidéos un peu plus spéciales pour l'été australien. On attend toujours. Donc, voyager solo aussi, donc accommodation, moto. Pour juste ajouter un petit point sur la moto, au niveau des autres modes de transport, il y a presque toujours des bus ou le train au Vietnam. Ouais. Il y a Vietnam aussi? Ouais. En Thaïlande, on a pris, mais je ne sais pas qu'il y en avait au Vietnam. Il y a un train qui fait Ho Chi Minh à Hanoï, qui traverse le pays. Il y a d'autres moyens de se déplacer, pas besoin de risquer sa vie avec la moto. Il y a d'autres moyens, ça fait quoi? Le bus et Ah oui. et le train. Le bus, vous allez quand même avoir peur, mais il n'y a pas d'accident. Ou le taxi. Le bus, il défonce les motos. Ouais, le taxi, ça on en parlera pas, ça c'est trop long. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Ah non, c'est moi qui en ai parlé. Mais c'est trop long. On va expliquer. Du coup, aussi en vrai, par rapport plutôt au mental, qu'est-ce que ça fait de voyager en solo? Et vous prenez simplement une maturité de dingue. Regarde comment ça cet change. homme est mature. Il porte une chemise maintenant. Moi, je suis encore en t-shirt. Toujours porter des chemises. Il voyage plus que moi. Vraiment, quand j'étais dans mon trip de 3 semaines, tout seul en moto, dans le nord, ça m'a grandi. J'ai grandi énormément. Parce que c'est ta merde, quoi. Il n'y a plus de tu comptes sur les autres. Tu prévois tout. Enfin, quand on était 3, on se dispatchait un peu les tâches. Il y en a un qui regardait, du coup, un jour sur 3 en moyenne, je regardais pour le logement. Mais la plupart du temps, je me laissais porter. 2 jours sur 3, je me laissais porter. Pareil pour la nourriture, pareil pour la moto, quoi. Enfin, il y a plein de choses, on se laissait porter par les autres. Là, tout est important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prévoir à l'avance. Parce que j'ai jamais eu autant de prévisions. J'étais au jour le jour, mais c'est moi qui prévoyais tout pour le jour d'après. Il fallait penser à tout. Il fallait penser au fait d'avoir de l'essence en rab dans sa moto pour cas où tu tombais en panne, parce que c'est le genre de galère qui peut t'arriver. De l'eau, pareil. T'avais de l'essence dans une bouteille? Ouais. Ah bah attends, Bah oui, je savais pas. tricks. J'aurais dû faire ça. Hein. Bah, Première fois, j'avais le truc à E et genre ça baissait. J'étais au milieu de nulle part, il y avait rien. toujours, si vous voyagez sur des longues distances, toujours avoir un rab d'essence sur lequel vous pouvez pas en compter. Ouais. T'as pris mes tongs du coup. Et de manière générale, comme aussi j'étais sans aide possible, parce que je vous disais il fallait 72 heures pour pouvoir rentrer, enfin, c'était pas dans mes pauses, c'était pas dans mes choix, quoi. Clairement, on était à plusieurs milliers de kilomètres de toute personne qu'on connaissait. Ouais. Et Tu peux pas compter sur les autres, parce qu'en plus c'est la barrière de la langue et tout, enfin les gens sont pas forcément disposés à t'aider parce qu'ils connaissent pas. Donc juste tu comptes sur toi-même, tu fais en sorte qu'il t'arrive pas de merde trop grosse parce que tu pourras pas les gérer. Avoir un accident dans la montagne, un vrai accident, il n'y a personne qui passe, personne qui t'aide et il n'y a pas d'hôpitaux à moins de 6 heures, tu fais comment? Tu casses une jambe, tu fais comment? C'est grave, hein? Tu perds ta jambe, hein, sur un truc comme ça, potentiellement. Ou tu payes très très cher, si t'as pas d'assurance. Oui, toujours évidemment avoir une assurance. Même, il faut faire attention pour la moto, même en ayant une assurance, puisque vous êtes dans l'illégal,
l'assurance ne couvre pas. Ah, bah oui. Ça, je T'as pense pas que de permis, ouais. c'est un point qu'il faut éclaircir. C'est quelque chose qui arrive relativement souvent Bah, tout dans le les temps, pays parce que asiatiques. personne n'a de permis pour la moto. Dans les pays asiatiques, des gens qui se retrouvent dans un accident et sont blessés gravement blessés, qui se retrouvent à l'hôpital et où il y a des soins qui ont été amenés et l'assurance ne couvre pas parce que vous êtes dans tort. Et les hôpitaux demandent à être payés par les familles ou la personne. Et s'ils ne reçoivent pas l'argent, bah, ils arrêtent les soins. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est des familles qui créent des pages de financement collectif. Ouais, quelqu'un. Financement participatif. Voilà. Et qui demandent quelques milliers d'euros parce que pour faire sortir la personne de l'hôpital. Ouais. Donc c'est quoi la morale de l'histoire? Parce que moi, j'ai voulu passer le permis moto quand j'étais en Thaïlande. Et il fallait rester au même endroit pour plusieurs semaines. Vous n'avez pas le temps de le faire en fait. Ouais. Et le faire en France, juste pour conduire en moto ici, c'est un truc compliqué. Si vous partez pour pas très longtemps, concrètement. Essayez d'avoir le permis moto. Je pense que c'est un truc qui se fait en une semaine. Il faut juste réserver sa place en auto-école. C'est relativement facile. C'est pas cher à mon avis. Et ça vous permet d'avoir votre assurance. C'est quoi, je vais le faire hein. Moi, je vais le faire. quand je vais rentrer en France, je vais le faire. Ah, mais pas en France. Je crois qu'ici, il y a des trucs qu'on passe ici. Et le permis que vous passez Ouais, mais- ici, voilà, dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Mais pas en France. Oui, mais Mais à la limite. Moi, je préfère Ok. le faire en France. Moi, je pense que ça coûte trop cher. C'est quoi, après cette vidéo, je vais passer le permis. J'y pense. Ok. On grandit en maturité. Aussi, les choix. Vous êtes le seul choix. Vous êtes le seul du groupe. Il n'y a plus de groupe. Donc, vous prenez vos propres choix. En vrai, il y a forcément des concessions à faire quand t'es en groupe. Donc, ça, c'est intéressant. Et aussi les rencontres. Tu fais beaucoup plus de rencontres quand tu es seul. Parce que la solitude, c'est bien 2 minutes. Mais quand tu es seul 2-3 jours, en fait, la rencontre devient quelque chose de rare et qui a plus de valeur, quoi. Quand tu re-rencontres quelqu'un, tu as forcément envie de plus partager et tu es plus ouvert. Tu ne seras jamais ah non, j'ai envie de rester seul. Tu n'as jamais ce comportement parce que tu as déjà été seul pendant longtemps. Ça, c'est chouette aussi. Après, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ne sont pas forcément poussés à chercher des trucs. Oui, peut-être. Moi, je pense que même un peu introverti qui parle avec personne pendant 2 jours, tu vas avoir un plaisir à parler avec quelqu'un. On est des animaux sociaux quand même. Et. Est-ce que. Ouais, je voulais rajouter un truc par rapport au choix. Ouais, aussi par rapport tout simplement à vos choix. Certes, c'est les choix de trucs touristiques que vous voulez faire, mais vous avez zéro inertie. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre un billet d'avion dans la foulée et partir dans un autre pays si vous en avez envie. Vous pouvez, par exemple en Australie, quitter votre travail et en trouver un autre dans la foulée. Et ça, cette liberté, je vous jure qu'elle a une valeur très grande. Que le nombre sûrement peut-être vous êtes dans un 8-5, 8h, 5h, vous vous dites, je prends pas mes décisions, quoi. Je n'ai pas de liberté, et le fait Soyez acteur de votre vie. soyez acteur de votre propre vie. Arrêtez d'être spectateur de votre vie. Non mais vraiment, le fait de pouvoir changer de travail assez rapidement, après il faut évidemment trouver un travail qui vous plaît, mais moi en PVT, j'ai jamais eu le temps de me lasser d'un taf, parce que je le fais 3 semaines, je le fais 4 semaines, je le fais 2 semaines, du coup ça va quoi, j'ai juste découvert un autre taf, même si c'est un taf chiant, j'ai découvert un autre métier de ce que font les humains, une partie de ce que font les humains, et je trouve ça instructif, j'apprends souvent un nouveau skill, même si c'est pas un truc incroyable, hein, c'est pas de faire le ménage, j'ai appris à faire le ménage en Australie, genre sur des grandes surfaces, j'ai jamais fait. J'ai fait ça pas longtemps, c'était aussi très bien payé, c'est pour ça que je l'ai fait. Et le fait de voyager en solo, ça va vous faire découvrir plein de nouvelles choses. Que ce soit du travail, parce que vous avez forcément potentiellement besoin de travailler, et culturellement. Là, je vais rester 2 mois à Bali. J'ai décidé que j'allais apprendre l'indonésien. Voilà, donc j'ai commencé juste hier.
Je sais déjà dire des trucs. J'ai décidé de faire la même la dernière fois que j'habitais ici. Et je m'en suis bien sorti. Ok. Je sais dire. Saya. C'est Saya. Saya, Suka, thé. Ça veut dire j'aime le thé. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout. Ça fait 1h04. Qui ose dire c'est tout? Ce sera divisé. Il y aura 2 épisodes de 20 minutes sur la moto, beaucoup trop long. Victor, c'est tout. Arrête. Et. Comment ça? Il Il y a aura- dit que tu savais tout. Ah oui. Oui. Très peu de personnes auront la rêve. Et un épisode sur le logement et le fait de voyager seul. Voilà, c'est tout.